Bonjour, je m'appelle John Scott. Ce que vous venez de voir n'avait rien d'un accident. Il s'agissait d'une cascade réalisée par deux professionnels. Brent Woolsey, cascadeur, et Rip Lip, mon cheval spécialisé dans les chutes. Tout à l'heure, nous verrons Brent et Reba exécuter la même cascade avec Brad Pitt pour le film Légende d'automne. Aujourd'hui, dans le monde des chevaux, nous allons nous intéresser aux chevaux de cinéma et à leurs cavaliers. J'ai consacré ma vie professionnelle à l'élevage de chevaux et à la coordination des cascades pour le cinéma. Je fournis notamment les chevaux que montent les acteurs. Il faut encore en faire passer deux, ils sont ici, je crois. On essaye d'aligner tous les figurants ici pour que le costumier s'en occupe. Nombre de ces films, comme Rose Hill, sont des westerns. La tradition des westerns est ancienne et glorieuse. De Hood Gibson à Hopalong Cassidy et Jane Autry, de Roy Rogers à Dale Evans, en passant par Clint Eastwood et Brad Pitt. Je suis fier d'y apporter ma contribution. Faites-les passer par ici et faites traverser le bétail. Ensuite, vous pourrez les faire revenir. Vous pensez que ça peut fonctionner? Oui, si nous répétons la scène. J'ai commencé comme cow-boy au cinéma en 1969 dans le film Little Big Man. Ils sont venus ici pour tourner certaines scènes hivernales. Kenny Lee était le cow-boy principal du film. Hal Needham coordonnait les cascades. J'ai commencé comme figurant dans la cavalerie. Hal Needham m'a demandé de travailler avec les cascadeurs. J'étais enthousiasmé. Quelle joie d'allier ainsi le plaisir au travail. Lorsque le film fut terminé, je suis parti à Los Angeles pour travailler avec plusieurs cow-boys. Ils jouaient dans des films comme Gunsmoke. J'ai appris le métier avec eux, j'ai observé comment ils travaillaient sur le plateau. Ensuite, je suis revenu ici et j'ai créé ma propre entreprise. Encerclez-les, amenez-les dans la rue, puis encerclez-les à nouveau. Le cinéma et les chevaux semblent inséparables. William S. Hart a réalisé son premier western en 1914, à l'ère du muet. Il avait un cheval pie appelé Fritz. Fritz et lui exécutaient toutes les cascades. Dans l'un de leurs films, il passait à travers une fenêtre. Ensuite vint Tom Mix avec un alezan appelé Tony. Ce cheval savait défaire des nœuds et repousser les hors-la-loi avec ses antérieurs. Quand j'étais jeune, j'appréciais vraiment les westerns. Parfois, avec mes amis, nous allions dans un vieux cinéma ici à Calgary, appelé le Hitching Post. Si je me souviens bien, le billet coûtait 10 cents et les pop-corn 5. À l'époque, Roy Rogers était mon acteur préféré. J'ai étudié sa vie, ce qu'il avait fait, d'où il venait. Son vrai nom était Leonard Sly. Issu d'une famille pauvre, il avait tenté sa chance à Hollywood. Plus tard, au cinéma, j'ai eu l'occasion de le doubler. Et ce fut un véritable événement pour moi. Il était dans la vie telle que je l'avais imaginée dans mon enfance. Dale Evans et lui eurent un grand succès auprès du public. Ils adoptèrent de nombreux enfants et furent vraiment merveilleux. J'ai toujours été fasciné par les chevaux, les cow-boys et le cinéma, mais je ne pensais pas qu'un jour j'en ferais partie. C'est en 1969 que j'ai commencé en tant que figurant dans Little Big Man. Tout le monde sait le rôle que jouent les différents acteurs dans un film comme Rose Hill. Il y a les têtes d'affiche, les figurants, les seconds rôles, les doublures, etc. Avec les chevaux de cinéma, c'est la même chose. En haut de l'échelle se trouvent les chevaux de distribution, ceux que montent les stars. Voici mon cheval, Silver, un demi-sang, qui a débuté dans le film Convict Cowboy avec John Voight. Voici encore Silver avec Dennis Weaver se préparant à le chevaucher pour la Calgary Stampede Parade.
Dennis Weaver était maréchal de parade. Si l'on compte le public et les téléspectateurs, plus de 250 000 personnes les regardaient. Silver a fait ce que tout bon cheval de distribution doit faire. D'aspect impeccable, il est absolument sûr. Tous les acteurs ne montent pas aussi bien que Dennis Weaver. Si jamais une star tombait d'un de mes chevaux, ce serait mauvais pour mon image de marque. Par conséquent, ces chevaux doivent être beaux, élégants et obéissants. Ils doivent en outre se comporter correctement pour ne pas troubler ni indisposer l'acteur quand ce dernier récite son texte. À l'autre bout de l'échelle se trouvent les chevaux de travail. Ce sont des chevaux figurants qui donnent du réalisme à la scène. Ils ont généralement une robe unie afin d'être interchangeables. Ensuite, on a les chevaux de trait, les attelages lourds qui tirent les chariots et les attelages légers qui tirent les carrioles. Avec les chevaux d'attelage, le travail consiste à les choisir correctement en fonction de l'équipage qu'ils devront tirer. Il serait choquant de voir des chevaux trop puissants tirer une simple carriole. Et puis il y a les chevaux spécialisés, ceux qui tombent, qui reculent, qui traversent les flammes et qui savent s'en sortir. Dans les films, on voit surtout les chevaux de distribution, mais ce sont ces chevaux spécialisés qui effectuent les tâches les plus difficiles. Les chevaux spécialisés se divisent en deux catégories, ceux qui font des tours et ceux qui exécutent des cascades. Les premiers apprennent à compter ou à faire une révérence, à ramasser quelque chose ou à prendre un mouchoir ou un chapeau sur la tête de quelqu'un. Ces chevaux font les mêmes tours de la même manière à chaque fois. Les cascades effectuées par les chevaux comme Snip, ici présent, sont chaque fois différentes. C'est au cavalier et au caméraman de faire en sorte que le cheval soit bien cadré. L'entraînement de tels chevaux demande beaucoup de temps. Il faut choisir le bon cheval, découvrir ses capacités physiques et s'assurer qu'il acceptera d'exécuter ce qu'on lui demande. On les entraîne presque comme des athlètes. Il faut que leur musculature soit adaptée, notamment les muscles dorsaux et la croupe. En effet, ce sont les postérieurs du cheval qui lui donnent la force de se cabrer. Ainsi, pour avoir un cheval en bonne forme, qui effectue les exercices correctement lorsqu'il arrive sur le plateau de cinéma, il faut entre 6 mois et 1 an de dressage. Au cinéma, il y a une forte demande de chevaux qui regimbent. On pourrait croire qu'il est facile d'y répondre, car il existe des centaines de chevaux de rodéo. Mais au cinéma, ces chevaux sont dressés. Ils regimbent et se calment à la demande. Et peuvent tenir pendant plusieurs prises de vue. Ce sont des chevaux exceptionnels. Voici Bart, l'un de mes meilleurs chevaux qui regimbe. Il va bientôt tourner une scène dans le film Rose Hill. À l'origine, on utilisait ce petit cheval noir dans les courses-poursuites. Un jour, un détachement traversa la rue et il se mit à regimber un peu. Les cow-boys étaient de bons cavaliers, mais ils devaient toujours être sur le qui-vive, car Bart se mettait toujours à regimber à un moment ou à un autre. Finalement, nous avons décidé qu'il ne convenait pas pour les courses-poursuites et nous avons essayé de le faire regimber sur commande. Il aimait ça. Jimmy, tu sais quel doit être l'angle de prise de vue là. Maintenant, on va te placer par ici, au sec, pour que tu commences quand ils seront prêts. On te laissera t'installer et quand tu seras assis, Lyle commencera à tirer sur cette sangle. Préparez-vous. En place, action. Légende d'automne a été un film formidable pour moi. J'ai passé beaucoup de temps avec le réalisateur Ed Swick pour le convaincre de tourner ici, au Canada. Et c'était une belle histoire. Brad Pitt a monté 7 chevaux différents pendant le tournage.
Nous avons dû trouver 7 chevaux de qualité pour ne rien perdre de la valeur de son rôle. Brad a beaucoup donné de lui-même pour avoir l'air d'un véritable cow-boy. Il a consacré du temps et des efforts afin de trouver le ton juste. Ce fut un réel plaisir de travailler avec lui. Gary Combs était le coordinateur des cascades du film. Il cherchait une doublure pour Brad Pitt et j'ai suggéré Brent Woolsey. Dans la scène où Tristan, le personnage joué par Brad Pitt, essaye de dompter un étalon sauvage, Brent devait faire une chute vraiment dure. Nous avons commencé avec Bart dans le corral, en le faisant regimber dans l'enclos. Ensuite, nous sommes passés à un deuxième cheval, autrefois entraîné à regimber, mais toujours facile à manier. Enfin, nous avons utilisé un troisième cheval de renfort, rapide à la détente. Ainsi, pour cette séquence, il nous a fallu 3 chevaux, ce qui a demandé une certaine coordination. Mais nous y sommes arrivés. Ici, nous voyons les images du film. Ici, Brent mord la poussière. Ensuite, Brad Pitt s'est mis dans la même position pour donner l'impression que c'était lui qui était tombé de cheval. Peu de spectateurs seraient capables de dire qu'il a fallu 2 acteurs et 3 chevaux pour tourner cette scène. C'est la magie du cinéma. Encore une journée de travail. Dans Légende d'automne, les cascades étaient organisées à la seconde près et les chevaux et les cavaliers étaient en sécurité. Entraîner les chevaux à porter des masques à gaz fut sans doute le plus difficile. Au cinéma, toutes les cascades de chevaux n'ont pas toujours été aussi bien préparées. Au début, dans les années 30 et 40, les cascadeurs n'avaient pas à leur disposition les protections qu'ils portent aujourd'hui. Ces hommes se protégeaient parfois avec de la paille, du foin ou des morceaux de tissu. Quelquefois, ils ne portaient aucune protection. Il leur fallait beaucoup de courage pour tomber avec les chevaux. Ils n'avaient pas d'autre choix. Très souvent, pour les cascades réalisées avec des chevaux, ils n'avaient pas le temps d'entraîner les animaux. En outre, ils n'avaient pas à leur disposition d'entraîneurs à proprement parler. Les chevaux étaient attachés à des câbles, et lorsqu'ils arrivaient en bout de course, ils tombaient. Les cavaliers atterrissaient tant bien que mal. Aujourd'hui, on entraîne les chevaux à tomber. L'animal va jusqu'à sa marque, là où le sol a été préparé. L'étrier gauche ou droit est retiré selon le côté où il doit tomber, de façon à ce qu'il ne se blesse pas dans sa chute. Il suffit au cavalier de tirer les rênes du côté choisi pour la cascade et le cheval tombe à la demande. C'est plus simple à la fois pour le cavalier et le cheval. Lorsque le cheval sait qu'il se retrouvera dans un tas de sable ou un terrain équivalent, il n'hésite pas à tomber. Voici à nouveau Brent, avec un autre de mes chevaux, Reba. Reba et Riplip sont des chevaux incroyables. Il est très rare de trouver des chevaux qui aiment tomber. Reba et Riplip auraient certainement eu un destin moins agréable s'ils n'avaient pas été choisis pour tomber. En effet, ils avaient mauvais caractère. Ils n'en font qu'à leur tête. Ils adorent tomber. Reba adore rester au sol et faire la morte. Dans un film, Clint Eastwood a cru qu'il s'agissait d'un cheval empaillé car elle restait couchée en dépit des détonations. Reba et Riplip sont vraiment des chevaux incroyables, on en trouve peu comme eux. En ce qui concerne le tempérament des chevaux, je pense que les animaux les plus placides travaillent le mieux, car ils savent attendre. Ils sont très patients. Les chevaux pur sang sont généralement trop fougueux pour ce métier. En règle générale, un cheval de race pure est trop vif pour rester en place sur un tournage. Les pur sang sont mieux adaptés à d'autres tâches. J'ai donc tendance à préférer des chevaux d'ascendance moins noble, même si j'utilise aussi pas mal de demi-sang.
Lorsque je cherche un cheval, en particulier pour le cinéma, je regarde sa tête. Je regarde ses yeux, sa structure physique. Il doit avoir une belle allure, car il apparaîtra à l'écran. Quantité de spectateurs le regarderont. Il ne doit présenter aucun défaut. En d'autres termes, je ne veux pas qu'il morde, qu'il rue ou qu'il regimbe. Ce doit être un bon cheval, raisonnable. Et il doit être intelligent pour s'adapter sans problème au tournage. Sur un plateau, il y a beaucoup de bruit, des panneaux réflecteurs, des personnes qui vont et viennent avec des claps. Lorsque j'achète un nouveau cheval que je dois dresser pour le cinéma, je commence par le dégrossir dans mon ranch. Je l'habitue au bruit des tracteurs, des machines, à tout ce qui peut les effrayer. En parlant de ça, je repense à la Stampede Parade de Calgary. Des centaines de chevaux m'appartenant doivent garder la tête froide pendant des heures. Tout cheval qui est capable de ça peut travailler pour le cinéma. J'ai eu beaucoup de chevaux remarquables au fil des années. L'un de mes préférés est un étalon noir appelé Battlestar. Battlestar est un vieux cheval maintenant. Il a travaillé pendant 16 ans environ et il n'a jamais fait une seule erreur. C'est un cheval très intelligent, l'un des plus intelligents que j'ai jamais possédé. Son point fort, c'est qu'il aime courir d'un point A à un point B, libre comme un cheval sauvage. Nous l'avons souvent employé comme meneur de troupeau de chevaux sauvages, galopant dans les plaines, comme étalon sauvage menant un troupeau de juments. Il a joué dans plus de films que bien des acteurs. Ce que les spectateurs ne savent pas toujours, c'est que quand Battlestar galope ainsi, il exécute en réalité une cascade pour laquelle il a été entraîné. Tous les autres chevaux, prétendument sauvages, se bornent à le suivre. Pour réussir à faire galoper Battlestar sur un parcours donné, j'emploie sa compagne Peanuts. Lorsque je la laisse partir, il s'élance n'importe où pour la rejoindre. Ce que j'apprécie plus particulièrement chez ce cheval, ce sont ses yeux doux et son intelligence. Lorsque je lui montre quelque chose, il apprend très vite et il fait de son mieux pour me satisfaire. Dans les westerns, on voit souvent des diligences ou des chariots sans cocher lancés à toute vitesse. En fait, l'acteur qui se trouve sur le siège est rarement, voire jamais, la personne qui mène les chevaux. Si on enlève l'acteur, voici ce que l'on obtient. Un attelage et un chariot lancés à toute allure, sans personne aux rênes. Vous venez de voir un exemple de conduite aveugle. C'est une méthode que l'on utilise fréquemment dans les westerns. Dans le cas d'une diligence ou d'un chariot lancé, il faut quelqu'un pour diriger les chevaux. En partie pour la sécurité des chevaux, mais aussi pour qu'ils se placent bien devant la caméra. Il est aussi très important de choisir les bons chevaux qui s'arrêteront au moment adéquat. Je travaille dans le milieu du cinéma depuis 25 ans. L'une des clés du succès consiste à s'entourer d'assistants de qualité, les cowboys. J'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs d'entre eux. Ce sont des gens qui comprennent les chevaux. Ils s'en occupent à merveille et savent les placer devant la caméra. On peut exécuter la plus belle cascade du monde, mais si on ne peut pas la cadrer correctement, elle ne vaudra rien. Voici Kathy Sutherland, l'une des principales cowgirls de cinéma qui travaille ici au ranch. Ce métier est très exigeant. Les chevaux doivent être en forme pour que tout se déroule parfaitement. Il faut vérifier de nombreuses choses concernant les chevaux, surtout lorsqu'ils portent de vieilles selles. Parfois, ils se blessent au garrot et ils doivent porter des couvertures supplémentaires. Kathy vérifie les muscles du cheval après une journée de travail, pour voir s'il n'y a aucune blessure ni aucun problème ligamentaire. Elle vérifie l'état général du cheval
Elle regarde également si la sangle ne lui a pas fait mal. Ainsi, les cow-boys passent toujours les chevaux en revue et les pansent avec soin. Pour ce qui est de l'alimentation des chevaux qui travaillent dans le cinéma, nous faisons très attention. Ils ne doivent pas être trop gros, mais en forme quand même. On ne peut pas aller sur un tournage avec un cheval maigre. Les cow-boys qui travaillent ici sont très fiers d'avoir des chevaux en pleine forme. En 1989, l'occasion nous a été donnée de démontrer une fois de plus ce que nous pouvons faire au cinéma ici dans l'État d'Alberta. Cette année-là, nous avons tourné un film du réalisateur japonais Haruki Kadokawa appelé Entre ciel et terre. Pour ce film, nous avons sélectionné près de 1000 chevaux pour en placer 750 devant la caméra. La logistique du film fut impressionnante. Il nous a fallu 30 maréchaux ferrants pour ferrer les chevaux pendant 3 à 4 semaines avant de commencer le tournage. Pour l'eau, nous avions un camion-citerne. Par temps frais, il nous fallait 22 à 26 000 litres d'eau par jour. Par temps chaud, on allait jusqu'à 45 à 50 000 litres par jour. L'État d'Alberta est l'un des rares endroits au monde où l'on peut tourner un film comme Entre ciel et terre. Il y a les chevaux qu'il faut et les cavaliers qu'il faut. Finalement, nous avons contribué à la réalisation d'un magnifique film à grand spectacle. Réaliser un grand western comme Rose Hill est un grand plaisir pour moi. Et c'est un plaisir à chaque fois renouvelé. Je ne m'en lasse jamais. Sur Rose Hill, j'ai été cow-boy en chef et coordinateur des cascades. Nous avions environ 40 chevaux. Des chevaux d'attelage, de selle, des chevaux qui ruent, qui tombent, qui regimbent, et même un cheval qui saute. Qui plus est, nous avons dû nous occuper d'un troupeau de bétail à cornes et de quelques poulets. Certains jours, j'ai travaillé avec 15 cow-boys. Ma tâche consistait comme toujours à coordonner les séquences entre les cascadeurs, les chevaux, les cow-boys et les acteurs. Parfois, cela signifie qu'il faut donner un cours d'équitation à un acteur ou aider le réalisateur à trouver l'angle idéal. On filme 12 heures par jour. Ensuite, il faut compter 2 heures pour charger les chevaux, les ramener à la maison, les nourrir, les abreuver et les panser. Enfin, il faut s'organiser pour le lendemain, une autre journée de tournage. M'occuper des chevaux et coordonner les cascades pour le cinéma sont les deux choses que je préfère. Les chevaux et les cowboys. Les films et ceux qui les réalisent. Tant qu'on tournera des films avec des chevaux, tant que le public ira voir ces films, mes chevaux et moi, nous serons là, prêts à caracoler. Bonjour, je m'appelle John Scott. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans le monde du cheval de trait et vous expliquer les secrets de sa pérennité.
Tous les étés, à Irricana, au Canada, a lieu la fête des pionniers. Les gens viennent de très loin pour voir comment se pratiquait l'agriculture au temps des chevaux. De nos jours, les gens croient peut-être que l'agriculture du temps des chevaux était pénible, rudimentaire et pas très efficace. OK, boy. Yeah. Here, boy. Chop. Chop. Huh. Mais il suffit de voir ce qu'on peut faire dans ce domaine avec des chevaux pour changer d'avis. La moissonneuse lieuse coupe le grain et fabrique les bottes. Il faut tout de même quelques bras pour monter les meules. Les chariots tirés par des chevaux apportent les bottes à la batteuse qui sépare le grain de la paille. Le cheval et la machine collaborent pour transformer le champ en un monceau d'orge. Pour le meilleur et pour le pire, le tracteur est bel et bien venu remplacer le cheval. Quand j'étais enfant, nous avions beaucoup de chevaux à la ferme. En fait, j'ai vraiment vécu le passage du cheval au tracteur. Mais en lisant des documents à propos des chevaux de trait lourds, j'ai appris que leur vocation première n'était pas de tracter des chariots et des charrues. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois dans l'histoire qu'on les jugeait dépassés. En fait, le cheval de trait a fait ses débuts comme destrier, c'est-à-dire comme cheval de guerre. Voici 2000 ans, Alexandre le Grand a conquis son empire sur son fabuleux cheval Bucéphale. C'était sans doute le cheval le plus grand et le plus puissant de l'époque, mais ce n'était pas pour autant un cheval lourd comme nous les connaissons maintenant. En fait, c'est à cause des chevaliers du Moyen-Âge et de leurs armures que ces chevaux puissants sont devenus nécessaires. À cause du poids des armures, aucun cheval normal n'aurait été assez fort. Plus les armes se perfectionnaient, plus les armures devenaient épaisses et pesantes, et plus il fallait des chevaux puissants. Cela dura jusque vers les années 1600, époque où les chevaliers en armure perdirent leur importance et où la cavalerie légère prit la relève. Dans les années 20 de notre siècle, le moteur à essence mit les chevaux au chômage. Leur nombre diminua au point qu'on put croire un moment qu'ils allaient disparaître totalement. Ce qui a sauvé les chevaux de trait lourd de la disparition totale fut en réalité l'ouverture des routes vers le Grand Ouest des États-Unis. Le cheval de trait peut être 30 cm plus grand qu'un cheval de selle classique. Il pèse en moyenne 900 kg. Quand on se tient à côté d'un tel animal, on ressent immédiatement sa puissance. Ce sont les poids lourds, les mastodontes du monde du cheval.
Le percheron est une espèce particulièrement prisée au Canada. Voici un des grands amateurs de la race, Fred McDermid de Coronation dans l'État d'Alberta. J'aime les percherons. Ce sont des chevaux volontaires, agréables à conduire. En plus, ils sont loin d'être idiots. Ils ont soit une robe grise, soit une robe noire. Jadis, ils étaient surtout gris. En fait, ils blanchissent en vieillissant. Mais les noirs sont en vogue maintenant, alors nous en trouvons autant de noirs que de gris. Selon Fred McDermid, les chevaux de trait sont en fait plus grands qu'ils n'étaient il y a une centaine d'années. À la fin du 19e siècle, le fameux éleveur George Lane importa des percherons directement de la région du Perche, en France, pour son ranch, et ce ranch devint le plus grand élevage de percherons du monde. Il y a deux types de chevaux de trait, les anciens et les modernes. Ceux de type moderne ont tendance à être plus grands, avec des jambes plus hautes, un corps moins épais et surtout beaucoup de hauteur. On en trouve maintenant qui dépassent le 1,80 m au garrot pour les attelages à 6 chevaux. Les chevaux de type plus ancien étaient plus rablés. Voici un bon exemple de ce qu'on trouve maintenant. Ce n'est pas un cheval très grand, en fait, pas tout à fait assez grand, mais il est bien droit. Et il a une belle tête, pas trop grosse. Ils ont un gros pied avec une surface large et plate. Ils ont aussi de bons gros sabots bien durs. On n'a donc pas besoin de les ferrer, sauf quand on se déplace beaucoup sur des pierres et du gravier. Quand on regarde un cheval de trait, on cherche surtout l'équilibre. La longueur de la tête, celle du cou, celle du dos et celle de la croupe doivent être à peu près égales. Il faut aussi qu'il soit assez haut, avec des longues jambes et de bons jarrets. Les jarrets sont un vrai problème chez les chevaux de trait. Ils finissent par avoir des jarrets un peu gros. On commence à dresser les chevaux de trait assez tôt. Sur ce sujet, écoutons Tom Wright, un autre expert des percherons. Nous commençons le dressage quand ils ont à peu près 2 ans, mais on n'en abuse pas. Au début, nous les utilisons aussi souvent que possible et seulement pour des tâches légères. Nous jouons avec eux, nous leur faisons tirer des traîneaux, nous faisons un peu de labourage pour le plaisir. Il faut du temps pour les dresser complètement. Je prends un plaisir immense à dresser les poulains. Ils apprennent vite et ils savent tirer une charrue en un rien de temps. C'est réellement une joie de travailler avec eux. L'homme qui s'occupe de la lieuse, c'est Ralph Loosemore. Sa petite fille, Heather, précède l'attelage. Ralph utilise aussi ses chevaux pour ce moulin actionné à l'énergie animale. Une autre démonstration de la façon dont une machine simple, associée à des chevaux, a pu contribuer au bien-être des pionniers. Ralph Loosemore utilise une espèce belge depuis 1942. Ils sont arrivés dans les années 20. Au Canada, il y avait surtout des alezans et des roans. En France et en Belgique, on voit surtout des bais et des roans. Mais ici, nous avons surtout des alezans. En fait, la couleur de la robe n'a rien à voir avec leur capacité ou leur caractère. Nous avons sans doute été les derniers à travailler avec eux. Mon père avait un vieux tracteur et moi je conduisais mes 10 ou 12 chevaux. Mais en vieillissant, il n'arrivait plus à démarrer son tracteur. Alors il me tenait mon attelage pendant que je tournais la manivelle. Est-ce que j'ai pu jurer contre ce moteur quand il refusait de démarrer? Ce sont des animaux très calmes et très doux. Je les aime bien. Or, bien sûr, il arrive qu'il y ait un bon à rien dans le tas. Nous promenons beaucoup de gamins dans la campagne, nous faisons des balades avec les foins ou avec les traîneaux l'hiver avec des petits du jardin d'enfants. Alors on ne peut pas garder un animal qui aurait tendance à botter. C'est mon grand-père qui m'a tout appris sur les chevaux. D'aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu des chevaux autour de moi. Ce sont des bons gros chevaux bien solides.
Ils sont grands, mais très doux. Je les aime beaucoup. Je m'occupe surtout de les harnacher et de les nourrir, de les panser le matin. Et comme je suis plus grande que grand-père, c'est une tâche qui me revient d'office. Pour un endroit comme ici, où il y a tout le temps du monde, avec des enfants qui courent partout, il nous faut des animaux calmes, qui supportent bien la présence des gens et des machines. Nous les habituons progressivement à différents types de bruits. Nous les faisons passer près des trains, tout ça pour qu'ils apprennent à rester calmes. Nous leur consacrons beaucoup d'attention. Et ça aussi, ça aide. 50 années passées à s'occuper de ces chevaux belges ont fait de Loosemore un véritable expert de l'espèce. La tête est une partie importante du cheval. Il faut qu'il y ait un bon espace entre les yeux et entre les oreilles aussi. Les circonvolutions du cerveau de l'homme, ce sont les réseaux de la raison. Le cheval n'a rien de tel. Il lui faut tout apprendre par ses nerfs et ses muscles. Et cela ne peut se faire qu'à force de répéter le mouvement. J'aime bien qu'ils aient l'épaule longue et pentue. Ensuite, on descend le long de l'avant. On parle en général d'un bon pied. Mais les Belges n'ont pas un bon pied. Peu de gens l'admettent ouvertement. Les percherons sont généralement mieux lotis. Les Clyde sont un peu comme les Belges. Ils ont tendance à avoir le pied qui se sépare en deux. Je vais vous montrer sur celui-ci. La partie principale du pied s'appelle la fourchette. Il faut sans cesse nettoyer de chaque côté de cette fourchette, sinon des cailloux ou des gros graviers peuvent s'y loger. La poussière n'est pas gênante, elle s'élimine généralement toute seule. Ces petites bosses-là, on appelle ça les châtaignes. Elles ne servent à rien, mais ils naissent tous avec ça. Quand on les regarde de derrière, il est bon qu'ils aient les jambes bien droites. La taille du cheval de trait moderne va de 1,70 m à 1,90 m au garrot. Une main, c'est 10 cm. On mesure les chevaux en main. On les mesure depuis ici jusqu'en bas. Du garrot au sol, le nombre de mains de 10 cm donne la taille du cheval. Jadis, les chevaux étaient très petits. C'étaient des Clyde, croisés avec des Cayuses. Et ils ne devenaient jamais très grands. Mais ils étaient durs à la tâche. Ils pesaient sans doute entre 550 et 600 kilos. Et ce sont eux qui ont fait tout le travail ici. Ce n'étaient pas des chevaux de race, vous savez. J'ai une chance inouïe. Peu de gens connaissent aussi bien les chevaux et le bétail en général que mon grand-père. Avec lui, j'ai appris des choses que la plupart des gens de mon âge ne savent pas. Et moi, à mon âge, je ne pourrais plus faire grand-chose s'il n'était pas là. La fête des pionniers d'Iricana est un hommage au passé. En réalité, on utilise encore les chevaux dans l'agriculture. En Amérique du Nord, plus de 100 000 agriculteurs travaillent encore avec des attelages. En fait, les chevaux de trait permettent d'accomplir certaines tâches mieux qu'avec des tracteurs. Par exemple, un bon attelage sent les pierres et s'arrête. Le tracteur continue et le soc de la charrue casse. Quand il y a beaucoup de neige, les tracteurs restent coincés, mais des chevaux attelés à un traîneau continuent d'avancer. En sylviculture, les chevaux de trait représentent une bonne solution pour préserver l'environnement. On peut abattre les arbres de façon sélective et les débarder avec des chevaux qui n'abîmeront pas le reste de la forêt. Quand on veut bien considérer leurs capacités, on constate que les chevaux ont encore beaucoup à offrir à notre monde moderne. Autre aspect de la vie de nos chevaux de trait, le spectacle.
Cela fait une centaine d'années que les chevaux lourds se taillent un franc succès dans des fêtes telles que le Salon national canadien de Toronto ou bien la Foire au bétail de Chicago. À Calgary, à l'occasion de la foire annuelle, nous avons rencontré Alan Gordeyko, éleveur de chevaux Clydesdale. Il nous a expliqué l'art de la préparation d'un attelage de 6 chevaux avant le spectacle. Nous présentons nos chevaux ici à Calgary depuis 1968. Je ne crois pas que nous ayons raté une seule année depuis cette date. Nous adorons ça. Nous tressons la queue pour plusieurs raisons. Nous aimons à montrer que nos bêtes ont une belle croupe bien ronde. En attachant la queue, on met ça en valeur. En fait, je crois bien que ça se fait depuis qu'il y a des foires aux chevaux. Certains préfèrent natter sur le crin sec, d'autres non. Chacun sa façon. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Il y a aussi des gens qui se contentent de bien la peigner. Voilà, il est prêt pour les stalles. La préparation d'un attelage de 6 chevaux pour une parade repose sur un art ancien et complexe. Chaque étape est destinée à mettre en valeur une qualité spécifique du cheval. La raison pour laquelle nous tressons la crinière, c'est que cela nous permet d'incorporer du tissu, un ruban à la couleur de notre élevage. Ça embellit le cheval, ça montre bien la courbe du cou. Un cheval qui a la tête haute, un long cou est beaucoup plus attirant. Nous avons toujours eu des Clydesdale. Quand j'étais plus jeune, je suis allé une fois à une foire où j'ai vu mes premiers Clydesdale. J'ai tout de suite su que c'était ça que je voulais. Nous avons acheté 2 juments et nous avons commencé l'élevage. Nous avons une ferme céréalière et en parallèle, un élevage de chevaux. En ce moment, nous en avons 70. La race Clydesdale est originaire d'Écosse et du nord de l'Angleterre. Son nom vient du fleuve Clyde qui arrose Glasgow. Dans les premiers ouvrages sur l'espèce, on décrivait le Clydesdale de la façon suivante. L'arrière des jambes doit avoir un fanon de crin soyeux. Le trait distinctif du Clydesdale, ce sont les crins blancs sur les boulets. De temps en temps, il y en a un dont les poils sont noirs, mais le plus caractéristique, ce sont ces crins blancs. Les chevaux de trait ont été élevés pour le travail dans les champs. Je pense que de nos jours, nous élevons des chevaux d'un type différent. Ce sont des chevaux d'apparat. Ils sont devenus plus grands, plus gros. Il y a une demande importante pour des Clydesdale canadiens dans toute l'Amérique du Nord. Alan et ses assistants utilisent des gants blancs pour harnacher les chevaux, afin de ne laisser aucune marque sur les accessoires en cuivre et en cuir. Le chariot que tire l'attelage de Clydesdale est un ouvrage magnifique. En chêne massif, il pèse plus de 2,5 tonnes. Les hippocampes et les sirènes ont été sculptés par Antonio Galatil. Et on raconte que ce travail lui a pris plus de 1800 heures. Alan Gordeyko peut être fier du résultat. La beauté de son attelage de 6 Clydesdale semble être ressentie par les chevaux eux-mêmes. La tête haute, l'allure harmonieuse, ils donnent l'impression d'être sensibles au succès. Leur plaisir est évident.
La conduite d'attelage de chevaux lourds est à la mode en Amérique du Nord. C'est devenu un loisir que l'Association des éleveurs de bétail de l'Ouest a su mettre en valeur en 1996, en célébrant son 100e anniversaire par une énorme transhumance. Le voyage rassemblait 4200 têtes de bétail, 1400 personnes et plus de 1600 chevaux, tirant parfois de lourds chariots inspirés de la conquête de l'Ouest. Que ce soit pour les loisirs, le spectacle ou le travail, le cheval de trait lourd ne devrait plus avoir de raison de s'inquiéter pour son avenir dans notre monde moderne. En fait, il semble qu'il en fasse plus de nos jours qu'il n'en faisait quand il a été créé il y a 1000 ans. Camions et tracteurs peuvent transporter plus de poids plus vite que des chevaux. Mais il y a encore des cas où il est bon d'atteler les chevaux et de partir travailler à la seule force de l'animal et à son rythme. Laissons la vie reprendre un rythme plus lent, marchons près de nos chevaux et la journée sera sans doute plus douce. Qui sait, un jour peut-être le monde entier se laissera-t-il à nouveau séduire par le rythme et la puissance du cheval de trait.